dépit de ce contexte difficile, vous êtes venus. Et vous êtes venus nombreux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela fait sens pour moi. Cela veut dire que lentement, progressivement, notre pays, nos compatriotes évoluent vers une situation où chacun comprend le sens de la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas l'unanimité. La citoyenneté, c'est une diversité d'opinions. C'est une richesse d'opinions qui échangent, voire qui se confrontent pour que le meilleur émerge dans l'intérêt supérieur du pays. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des gens. Nous ne sommes pas là pour insulter, mais pour modestement échanger avec vous quelques idées que nous avons pour le développement de notre pays, pour la modernisation du Cameroun, pour le développement de l'entreprise, pour créer de la richesse au Cameroun, pour que nos enfants n'aient pas pour seule option demain de mourir dans le désert ou dans l'océan ou la mer. Et nous en sommes capables, vous le montrer. Ça fait plusieurs années que je n'étais pas venu à Douala, depuis mon expulsion, il y a quelques années. Et je peux vous assurer que lorsque je suis revenu, lorsque j'ai été à Aquanon, à Bonamoussadi, à Makepe, je n'ai pas reconnu la ville où j'ai grandi en partie, au moins parce que j'ai fait mon lycée, le lycée Josse ici. Parce que c'est une ville totalement nouvelle, rénovée, mais avec une énergie extraordinaire. Je ne sais pas si nos frères et sœurs qui sont en charge de la conduite des affaires du pays sont au courant de cette énergie extraordinaire qui se dégage. On n'a pas besoin de vous le dire, vous le sentez en parcourant les villes. C'est de cela que je voudrais que nous parlions, de cette énergie. Comment est-ce que nous la transformions en richesse et que d'une part, nous réduisons, pour ne pas dire, nous excluons la pauvreté de notre pays, mais que nous positionnions notre pays là où il doit être, là où il mérite d'être en termes de développement économique. Pour cela, je voudrais articuler mon propos en 4 points. Le premier, ce sera l'environnement économique général du pays. Deuxièmement, les filières de concentration stratégique. Sur quoi nous voulons mettre l'accent. Troisièmement, ce sera les infrastructures. Et quatrièmement, ce que j'appelle les supports. Pour produire de la richesse, on a besoin de supports. Et dans ce quatrièmement, je mets d'une part l'énergie et d'autre part les moyens de financement. Premièrement, l'environnement économique global. Je ne vais pas faire le diagnostic, vous le connaissez. Je peux juste vous donner quelques indications pour nous rappeler que la situation, notre situation, même si nous continuons d'avoir 1, 2, 3 repas pour certains d'entre nous, que notre situation économique globale n'est pas brillante. Quelques indications. Je commencerai par l'endettement. Je crois que ce n'est pas plus tard qu'hier que même les médias officiels annonçaient que nous avons franchi le cap de 14 000 milliards maintenant. Mais comme d'habitude, il y a toujours justement des gens très habiles et très intelligents qui adoucissent cela, voire banalisent en vous disant c'est rien à côté des 70% que fixe la CEMAC. Mais la CEMAC fixe sur la base de quoi? Et j'ai toujours dit le problème n'est pas la dette. Le problème c'est à quoi sert la dette. Notre dette est essentiellement toxique. Parce que nous sommes rendus à un point où le Cameroun n'emprunte plus que pour rembourser, non pas la dette, mais le service de la dette. C'est-à-dire les intérêts. Et lorsque on est dans cette situation, cela veut dire que nous sommes réellement en train de manger notre pain et celui de nos enfants. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas juste dire on n'a pas atteint les 70%. Il y a des pays qui ont atteint 100% de dette, c'est-à-dire qu'ils ont totalement leur PIB. Mais ils ont la capacité, le marché continue à leur faire confiance. Si vous prenez le marché financier, le Cameroun a souscrit des eurobonds, a lancé des eurobonds il y a quelques mois, 2024, à un taux d'intérêt de 10,75%. Cependant que dans le même temps,
avec des montants comparables, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient à 7%. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc on ne peut pas gérer un pays en dépit du bon sens. Ce n'est pas moi, les partenaires financiers internationaux de notre pays, en l'occurrence le Fonds monétaire international dit que notre risque de surendettement s'est aggravé, on est passé de moyen à élevé. Et cela veut dire que ça entraîne une dégradation de notre note. Je pense qu'il est temps qu'on ne continue plus cette politique qui continue à tendre la main partout où il y a de l'argent, sans savoir ce qu'on veut en faire, ni surtout comment on le rembourse. Encore une fois, le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'aucun projet, presque aucun projet n'est achevé. Et il y a des financements et des refinancements en cours de projet. C'est le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala. Je dis Douala-Yaoundé parce que j'ai toujours pensé que ça aurait dû partir de Douala. Parce que les 60 km nous auraient au moins amené à Edea. Et donc on aurait pu se vanter de dire qu'on a une autoroute Douala-Edea. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous avons une autoroute qui part en brousse et qui s'arrête en brousse. Donc, si vous regardez cela, vous dites, le problème n'est pas de prendre de l'argent, c'est de prendre l'argent pour faire quelque chose. Pour nous, et qui va créer dans les moyens de remboursement de cet argent et pour les générations futures. J'ai dit, c'est le refinancement. L'autoroute Yaoundé-Douala, on l'annonce il y a 10 ans, un peu plus même, à 274 milliards. On a fait 60 km. Et pour le terminer, on a besoin de près de 800, un peu plus de 800 milliards. Cela veut dire qu'il va, si jamais on le termine un jour, il nous aura coûté plus de 1000 milliards de francs CFA. Les chiffres sont officiels. Tout ce que je dis là. Donc nous avons un problème de refinancement. J'ai parlé de l'autoroute, mais je peux parler des barrages. On va vous parler de l'Ompanga. Le problème déjà, c'est que la finalité de la construction de l'Ompanga n'a pas été atteinte, puisqu'il devait être un barrage de régulation de la Sanaga pour que nous n'ayons plus de délestage et que justement la capacité énergétique du Cameroun soit telle que notre industrialisation puisse être accélérée et surtout que les ménages n'aient plus les coupures que l'on connaît. Ça n'est pas le cas, vous le savez comme moi. Et on a refinancé ces barrages en cours de route à plusieurs reprises. Je peux multiplier comme cela. Et ça, c'est même des projets qui ont été démarrés parce que vous avez des projets pour lesquels l'État s'est endetté au moins à 2 reprises ou à 3. Pour un projet qui est supposé avoir déjà été réalisé. Je pense à Kribi et Belova à Condé. C'est une route qu'on a déjà financée, qui est censée avoir déjà financé au moins à 2 reprises. Et donc on peut multiplier comme ça. Donc nous avons un problème. Mais ce que je vous dis là n'est pas nouveau, vous le savez tous comme moi. Nous avons un problème de gestion de notre économie. Nous avons un problème de gestion des ressources publiques. Nous avons un problème de vision de développement pour notre pays. Si je prends la fonction publique, juste un autre indicateur, en 2010, il y avait 196 000 fonctionnaires. En 2023, il y a 326 000 fonctionnaires. Ça n'est pas normal, fonctionnaires, agents publics. J'ai entendu d'ailleurs certains responsables politiques dire qu'ils vont recruter 1 million de personnes dans la fonction publique. Je vais faire bonne chance de trouver de l'argent pour payer ces salaires-là. Il faut savoir raison garder. Entre 2010 et 2023, notre population n'a pas doublé. Et même si c'était le cas, le problème n'est pas simplement le problème des effectifs. Le problème est celui de la rationalisation de la ressource humaine, c'est-à-dire de la capacité, de la productivité d'un agent public. Aujourd'hui, il y a 5 personnes, sinon plus, pour faire le travail d'une personne. Donc, je donne là juste quelques éléments, mais je ne voudrais pas insister davantage, puisque ces chiffres, vous pouvez les trouver soit dans les rapports de l'Institut national de la statistique, soit en ce qui concerne l'endettement dans le rapport de la Caisse autonome d'amortissement. Vous pouvez, les sources existent. Je voudrais plutôt vous indiquer comment nous allons améliorer dans notre vision cet environnement économique-là pour rendre le Cameroun attractif. Parce que notre objectif, c'est que dans les 5 ou les 3, entre 3 et 5 années qui
suivre, si nous étions en capacité de gouverner, que nous aurions un taux de croissance entre 8 et 10%. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je donne quelques indications donc, en ce qui concerne l'environnement économique. Premièrement, il faut faire des états généraux du foncier au Cameroun. Vous ne pouvez pas promouvoir l'agriculture au Cameroun si vous n'avez pas assaini le problème et la situation foncière au Cameroun. Dans notre esprit, il ne s'agit pas que quelques fonctionnaires se réunissent à Yaoundé ou ailleurs pour réécrire une nouvelle loi foncière. Il s'agit vraiment d'impliquer nos autorités traditionnelles, les chefs coutumiers. Il faut que les Camerounais disent ce qu'ils veulent faire de leur terre. Que le régime soit clair. Je voudrais qu'il y ait un cadastre foncier national totalement informatisé. Vous savez, j'ai des personnes totalement compétentes, absolument prêtes. Ça ne nous prendra pas 6 ou 1 an maximum. Un cadastre foncier national informatisé. En sorte que, je ne dis pas seulement dans la ville de Douala, que il y aura une centrale à partir de laquelle vous pouvez vous dire telle parcelle, on vous dit c'est à tel endroit, c'est à telle superficie, voici sa situation. Nous l'inventons ailleurs, ça s'est fait, ça se fait ailleurs. Et parmi ceux qui font ça, il y a des Camerounais, dont j'ai l'avantage de connaître un certain nombre d'entre eux. Certains d'ailleurs ont travaillé avec moi il y a 30 ans avant d'immigrer et de piloter des choses au niveau le plus élevé, par exemple aux États-Unis. Donc, il faut faire un cadastre foncier national. Il faut éviter le yo-yo dans le domaine foncier. Vous avez un titre foncier sans en avoir un. Il faut éviter des situations où les populations, on va dire, coutumières ou locales, ou autochtones, utilisons le mot puisque il est courant, ont le sentiment qu'on les spolie de leur terre. Il faut donner de l'assurance, de la sérénité aux gens dans le domaine foncier. Les Camerounais auront à choisir, ils peuvent même choisir de dire qu'ils ne font rien de leur terre. C'est leur choix, non? Moi, je n'ai pas de problème. Mais je dis seulement, si vous voulez qu'on se développe, si vous voulez qu'on avance, créons les conditions pour que l'investisseur, qu'il soit national ou étranger, puisse investir en toute sûreté et sécurité. Qu'il ne met pas ses investissements et que dès le premier ou le jour d'après, on sort avec les machettes, d'ailleurs souvent avec l'instrumentalisation de ce que nous appelons les élites, pour venir les enchasser. Il faut vraiment qu'on parle de cette affaire-là, si nous voulons booster l'agriculture au Cameroun. Et je vous le dis d'autant plus que vous le voyez vous-même quand vous parcourez le pays, pour ceux qui parcourent le pays, je vous signale que le Cameroun a 58 départements, si je me trompe, parmi lesquels un seul ne porte pas le nom d'un cours d'eau. Tous les autres, c'est le nom de cours d'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau partout. Donc ça veut dire que nous pouvons faire de l'agriculture en permanence tout le long de l'année au Cameroun. Ça veut dire que nous pouvons faire 3 productions de maïs au Cameroun par an. Et voilà que nous importons le maïs. Il faut qu'à un moment donné, nous arrêtions, nous cessions d'être justement ce mendiant-là qui est assis à côté d'une montagne de nourriture et qui mendie. Vous ne pouvez pas être à la source et mourir de soif quand même. Nous avons tout ça et nous ne le faisons pas. Donc ça, c'est le premier point. Faire des états généraux, que nos autorités coutumières traditionnelles s'assoient avec des experts, qui peuvent même, y compris des experts étrangers, vous comprenez, y compris des experts étrangers, même africains, on discute. Il n'est pas normal que lorsqu'on veut réaliser une infrastructure publique, le coût d'expropriation prenne parfois jusqu'à 5 voire 10% du coût du projet. Ce n'est pas normal. Dans notre propre pays, comme si ce projet-là, je ne parle pas du projet privé, je parle d'une infrastructure publique, comme si ce projet-là était pour d'autres et non pas pour nous-mêmes. Donc nous devons réfléchir à tout cela et voir qu'il y a eu beaucoup de gaspillage, justement parce que les gens n'ont pas une vision claire de ce qu'il faut faire pour le pays. Le deuxième domaine d'assainissement, pour rendre l'environnement camerounais attractif pour l'investisseur, c'est le domaine de la gouvernance, l'administration et la lutte contre la corruption. Et un des mécanismes, un des moyens que nous voudrions déployer demain, c'est ce qui est disponible. On a l'impression que pendant que le monde se modernise, nous on recule. Aujourd'hui, les outils informatiques
le numérique nous permet de faire ce qu'on appelle l'e-governance, c'est-à-dire la gouvernance électronique. Les études ont montré que moins vous faites circuler de l'argent dans les circuits administratifs, moins il y a de la corruption. Lorsqu'il n'y a pas de l'argent, des espèces qui circulent, le risque de corruption est beaucoup plus faible. Donc en faisant le e-governance, c'est-à-dire en sorte que la plupart des formalités puissent être faites sans même que vous ayez un contact direct avec l'agent administratif, diminue les risques de corruption. Et de la même façon, ça va nous aider énormément dans la collecte des impôts. Je vous signale que les études montrent que je ne parle même pas encore de l'assiette fiscale, mais uniquement la collecte sérieuse, que nous perdons presque un peu plus d'1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 700 milliards de francs CFA dans la collecte des impôts. En dépit du fait que parfois, bon, il y a des administrations qui font cocorico, on a fait rentrer tant, mais ça ne représente pas en fait le potentiel réel et total justement des rentrées fiscales. Donc il faut cela, ça diminue la corruption, ça facilite aussi les formalités. Il y a un certain nombre de documents, quand vous allez, on vous dit de passer dans 2 jours, dans 3 jours. Lorsque vous mettez, lorsque c'est en ligne, et que lorsque la personne a tout rempli en ligne, elle doit avoir la réponse automatique. Parce que si les critères sont clairement définis, normalement, lorsque vous remplissez, vous avez le résultat. C'est un peu comme lorsque vous faites votre réservation en ligne. Quand vous voulez voyager, vous réservez votre billet d'avion en ligne, vous avez le résultat. Pourquoi est-ce que ça doit être différent dans l'administration? Donc, nous avons la possibilité là, vraiment d'accentuer la lutte contre la corruption, en dehors ou en plus des structures qui existent à l'heure actuelle, qu'il faut d'ailleurs revoir, qu'il faut réformer, parce qu'on a l'impression que certains sont là juste, en fait, pour des besoins de nomination de personnalité, mais dont on ne voit pas les résultats, ou lorsqu'elles produisent des résultats, certaines de ces structures, ça ne peut pas à conséquence. Je pense à la CONAR, je pense bon, à la NIF même déjà, parfois il y a des conséquences, mais je pense même au rapport de la Chambre des comptes. Donc il faut vraiment assainir cet environnement-là, qui est, je le sais, pour le milieu économique et le milieu d'investissement, un des obstacles majeurs. Combien de fois, même dans la diaspora, j'ai rencontré des gens qui ont dit non, on a vu jeter l'éponge parce que vraiment on nous balade, ici on vous demande tel montant, après on vous envoie à tel autre service qui vous demande tel. Est-ce que vous imaginez? Prenons juste un exemple. Un investisseur veut construire un hôtel au Cameroun. Il a son terrain, il a fait ses études techniques, l'architecte a fait les plans, mais s'il a fait un budget de 100 francs, bon, mettons de 1000 francs, ce qu'il va dépenser dans les circuits administratifs peut lui coûter jusqu'à 300 francs, c'est-à-dire 30%. Et du coup, l'hôtel qu'il avait conçu aux normes, il est obligé de faire des économies, et les murs, parce qu'il va chercher des tâcherons, les murs ne sont plus droits. Et peut-être que s'il avait prévu 4 et 5 niveaux, il n'en fait plus que 4, parce que ça, ce sont des pertes terribles pour une économie. Parce qu'il aura un hôtel qui n'est pas au standard. Et donc, il ne peut pas prétendre, par exemple, à l'étoile à laquelle son hôtel aurait pu prétendre. S'il visait 3 étoiles, il en aura 2, sinon moins. Tout ça parce que c'est rentré dans la poche d'un seul individu, ou de quelques individus dans la chaîne. Nous devons, à défaut d'éradiquer, parce que c'est l'idéal parfait, totalement la corruption, la diminuer drastiquement. Il faut vraiment, même dans les pays développés à la corruption, ne croyez pas, mais elle est tellement marginale et limitée que ça n'a pas un impact grave sur la dynamique économique globale. Il faut cette tolérance-là parce que c'est marginal comme en toute chose. Il y a peut-être un des rares pays, encore là, même lui, quand on nous le disait, l'exception peut être Singapour, oui, là, il y a presque corruption zéro, oui. Mais c'est un pays de 4 millions d'habitants sur quelques centaines de kilomètres carrés, dont on peut identifier chacun et tout. On peut même vous fouetter sur la place publique et tout et tout. Mais sur un pays de 475 000 kilomètres carrés et 30 millions d'habitants, c'est autre chose. Donc, mais on peut baisser, réduire considérablement. Les autres choses
qu'il faut mettre en place pour vous permettre d'investir et de trouver ceux qui vont porter avec vous vos investissements, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et c'est pour cela que nous voulons refonder le système éducatif camerounais. Nous voulons faire une innovation radicale. Nous avons dit 80 à 20%. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des chiffres, les pourcentages exacts, mais à vue de nez, je sais que 70 au moins des filières de formation au Cameroun à l'heure actuelle sont des filières de formation générale, ou littéraire, ou philosophique, ou le droit, comme nous là. Voilà. Sauf que nous, quand on faisait le droit, on était très peu nombreux, donc on avait le choix. On avait le choix entre aller à l'IRIG, aller à l'ENAM, être avocat, être magistrat. On avait tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer à pousser vers ces filières-là les enfants en sachant que à la sortie, ils n'auront pas du travail. Donc c'est un poids pour la société. Mais aussi, ce sont des main-d'œuvre, c'est la ressource humaine qui manque pour l'économie. Le seul plaisir, si j'ose dire, pour être, je suis un peu cynique là, le seul plaisir pour les parents, c'est d'encadrer le diplôme de l'enfant et de l'accrocher au mur. Mais est-ce que ça donne à manger? Donc, il faut revoir le système éducatif dès la maternelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je ne vais pas ici rentrer dans toute la réforme, je peux simplement vous dire que notre intention, c'est dès la maternelle de familiariser nos enfants avec la technique, avec ce qui est manuel, concret, c'est-à-dire pas seulement labourer le champ, mais même lorsque, je parle souvent des Lego, j'aime souvent prendre l'exemple des Lego qu'on vend dans le commerce. Lorsque dès la maternelle, vous amenez les enfants, les petits-enfants à la maternelle, à savoir ajuster les Lego, ils grandissent déjà. Quand vous lui dites la maison, si vous lui dites la maison aujourd'hui, à l'école, il n'a jamais vu ce que la maison, on appelle quelque chose, on appelle ça maison. Mais si vous lui dites la maison, parce qu'il a fait, lui-même, il sait déjà, effectivement, il y a un rapport physique entre lui, entre le concept de maison, l'idée de la notion de maison et comment on fait la maison. Et donc, l'idée, c'est que les enfants aussi sentent très tôt là où vont leurs penchants. C'est-à-dire, on a envie de faire quoi? Dimanche dernier, je parlais avec un jeune à Yaoundé qui a fait de l'électronique. Et il me dit, moi, j'ai toujours voulu faire de l'électronique depuis mon enfance, et même mon papa le savait. Sauf que je voulais avoir une formation adéquate dans le domaine, je n'en ai pas trouvé. Il me dit, même la Polytechnique, bon, peut-être vous pouvez encore trouver la filière de formation en électronique à la Polytechnique, mais quelle est la capacité de Polytechnique? Ça peut recruter combien d'étudiants? Alors que si vous avez donc un système qui met les enfants en rapport avec la technologie, très tôt, vous pouvez les orienter. Ça suppose donc que vous créez des structures de formation adéquates. Donc nous voulons appuyer, il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les instituts. Mais nous voulons vraiment que ce soit des instituts professionnels équipés avec les équipements qui vont. Il n'est pas normal qu'un enfant vous dise que j'ai fait chimie jusqu'en terminale. Mais il ne sait faire aucune manipulation dans un laboratoire. Si vous le mettez dans un laboratoire, il ne fait même pas la première manipulation. Or, justement, si c'est un enfant, avant d'avoir le niveau de bac, s'était familiarisé au laboratoire, vous pouvez, si vous avez une entreprise dans la filière chimique, l'embaucher directement. Vous n'avez pas besoin qu'il soit docteur en chimie, parce que c'est un laboratoire, il va pouvoir vous donner le rendement dont vous avez besoin. Donc, nous voulons faire ça. Mais à côté de cela, même pour les petites entreprises, nous voulons, à côté des instituts, bien évidemment, il y a les cycles universitaires avec les écoles d'ingénieurs et tout ce que vous voulez. À cet égard, j'ai promis aux Camerounais que si nous étions en capacité de gouverner, il y aura au moins 4 universités nationales de sciences et de la technologie, uniquement de sciences et de la technologie. Il n'y aura pas filière, droit, lettres, tout ce que vous voulez, c'est sciences et technologie. En dehors des universités actuelles, qu'on peut renforcer, mais ce sont des universités dédiées, sciences et technologie. Et je disais donc qu'à côté des instituts, le projet, le rêve, c'est de pouvoir en mettre au moins un dans chaque département. 58, c'est à notre portée. C'est ce que nous appelons les centres de métiers, qui sont même jusqu'au niveau des arrondissements, les centres de métiers.
C'est-à-dire que l'enfance, au Cameroun, on demande quel diplôme vous avez, mais je voudrais que demain on dise quel est votre métier. Quel est votre métier? Je suis plombier. C'est pas que j'ai le diplôme de je sais quoi. Je suis plombier parce que j'ai reçu une formation dans un centre de métier en plomberie. Je sais comment ça se passe. Chacun de nous a pu avoir des difficultés avec la plomberie chez lui. Mais il n'est jamais satisfait de la réparation parce que les plombiers se forment sur le tas, ne sont pas à jour dans le domaine, ne savent pas quels sont les alliages qu'il faut mettre ensemble pour. Donc, tout ça là, nous pouvons le faire. Et ce que je veux vous dire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que ça coûte si cher que cela. C'est juste un problème de bien utiliser l'argent public, de bien l'orienter. Et on va atteindre ces résultats. Voilà quelques considérations que je voulais faire pour l'environnement économique. Maintenant, je vous ai dit, en deuxième point, il y a les filières de concentration stratégique. J'en vois à peu près 6, 7. Première filière, agriculture et agro-industrie. Deuxième filière, matériaux de construction et bois. Troisième filière, mine, métallurgie. Quatrième filière, chimie, pétrochimie, pharmacie. Cinquième filière, industrie du numérique. Et sixième filière, industrie financière. Voilà nos 6 filières de concentration stratégique. Je dis bien de concentration stratégique. Il peut y en avoir d'autres, mais ce ne sont pas des filières de concentration stratégique. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce sont des filières de concentration stratégique et pourquoi nous allons les porter de façon particulière. L'objectif, d'ailleurs, je peux dire déjà à ce stade, notre objectif étant que si nous étions en capacité de si nous arrivons à la fin du mandat qui nous est donné, que nous ayons laissé au moins, je dis au bas mot, 5 champions continentaux. 5 champions continentaux dans divers domaines. C'est-à-dire des entreprises qui ont non plus seulement la taille nationale, mais qui ont la capacité de compétir au niveau continental. On expliquera pourquoi tout à l'heure et comment on peut y arriver. Si je prends l'agriculture et l'agro-industrie, dans notre pays, on utilise les concepts, mais malheureusement, pour les galvauder, pour les vider de leur sens, de l'intérêt. Vous avez sans doute dû entendre parler de agropole. Même le gouvernement, dans son document, il y a le terme agropole, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais sauf qu'on ne l'a jamais mis en œuvre. Sauf que personne ne peut au Cameroun à l'heure actuelle vous montrer un seul agropole. Nous voulons faire des agropoles. L'agropole, c'est quoi? C'est un système de production où il y a un ou deux grands producteurs centraux, c'est-à-dire 2 grands producteurs en termes de production agricole, de plantation. Si vous dites que vous faites par exemple du maïs, ne prenons pas que les spéculations de rente, prenons le maïs, vous dites qu'il y a quelqu'un qui a 400 hectares de maïs, 500 hectares, 1000 hectares de maïs. Mais à côté, il va avoir des petits producteurs de 10 hectares, plusieurs petits producteurs de 10 hectares, qui sont reliés à lui. Son avantage, c'est quoi? Son avantage, c'est qu'il va y avoir une unité de transformation là sur place. Que lui va mettre, parce que ça soutient sa production. Mais l'avantage du petit producteur, comme du sien, c'est que le petit producteur, c'est que sa production sera achetée, pris par l'unité centrale. Donc il est rassuré. Il ne produit pas en l'air, il ne produit pas sans savoir quel débouché. Aujourd'hui, vous êtes, le producteur est à la merci, n'est-ce pas, du marché des fluctuations parce qu'il n'y a rien. Donc, ça c'est déjà, je suis même déjà à la production, à l'achat de la production. Mais avant même la production, le petit producteur qui par lui-même n'est pas capable d'acheter, par exemple, des engrais de certaines quantités. Parce que, vous savez, comme moi en matière commerciale, plus grandes sont les quantités que vous achetez, moins importants sont les prix. Donc, le grand producteur ou les grands producteurs tirent les petits producteurs. D'abord, d'ailleurs, parfois, ils vont mettre à leur disposition gratuitement, ils peuvent aller jusqu'à mettre gratuitement les engrais. Pourquoi? Parce que la production des petits producteurs alimente aussi son usine. Donc, tout le monde est gagnant. Moi, je suis assuré d'avoir la production de petits producteurs. Et le petit producteur a son marché assuré. C'est presque un marché captif. Il est assuré. Et il y a une unité de transformation. Vous voyez donc,
l'avantage de l'agropole, c'est que ça va contribuer à l'essaimage de l'industrie, notamment dans le secteur agricole dans le pays. Si vous avez un agropole de manioc, on l'a annoncé à une certaine époque à Ebola, vous n'avez pas besoin que le producteur, que celui qui cultive le manioc à Ebola, qu'on transporte pour amener à Yaoundé ou à Douala, ou je ne sais où, pour transformer.